si toi, une chinoise ou toi, un chinois, te voit avec une noire, on va se dire que non, tu es vraiment tombé très bas dans la société. On va dire que tu as chuté, mon frère, tu as chuté. Coucou les amis, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais surtout répondre à certaines questions que vous vous posez, que vous me posez. Et toutes les questions auxquelles je vais répondre, c'est bien sûr prise en compte de mon expérience ici. Ça fait 1 an que je vis ici. Du coup, c'est en fonction de ce que moi j'ai vécu, ça n'engage que moi. Ce n'est pas, je ne dis pas que mes réponses seront valables pour tous les Noirs qui vivent ici en Chine, ça n'engage que moi. Bienvenue et suivez la vidéo et surtout à la fin, n'oubliez pas de vous abonner tant que la famille grandisse. Donc, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour les notifications pour savoir à chaque fois quand est-ce qu'il y aura une nouvelle vidéo. Donc, merci de rester avec moi. Allez, c'est parti pour la première question. La première question, c'est est-ce qu'il y a le christianisme en Chine? Et si oui, est-ce que c'est pareil que le dogme africain? Bref, est-ce que c'est aussi vivace que ça l'est en Afrique? Et bon, je vais répondre directement à la question. Non. Il y a un christianisme ici en Chine, mais ça ne concerne pas vraiment les Chinois. Si vous voulez, ici à Shanghai, je parle de Shanghai, la ville dans laquelle je vis, il y a des églises catholiques, protestantes, majoritairement catholiques, mais ces églises-là, c'est plus les étrangers qui vivent à Shanghai, du genre les Africains qui sont à Shanghai surtout, qui peuplent ces églises, parce que l'endroit où vous voulez voir la plus grande concentration de Noirs ici en Chine, si vous arrivez en Chine, vous êtes un Noir, vous connaissez personne, vous ne savez pas où aller à l'église. C'est sûr que vous allez rencontrer vos confrères africains parce que ça pilule en fait. Il n'y a que des Africains et quelques Européens qui remplissent en fait les églises ici en Chine. Les Chinois ne sont même pas déjà autorisés. Donc même s'ils voudraient, généralement dans le protocole, on s'assure que les Chinois ne rentrent pas pendant les messes, pendant les offices religieux. Ils n'ont pas le droit d'accéder parce que leur gouvernement n'autorise pas la pratique de la religion. C'est pour ça qu'ils ne sont pas autorisés à entrer dans les églises. Donc il n'y a pas vraiment de christianisme concernant les Chinois, mais pour les étrangers qui vivent en Chine, il y a toute la latitude de continuer de pratiquer sa religion. Il y a les églises, il y a les baptêmes, il y a les mariages qui sont organisés dans ces églises. Il y a des confessions, si vous voulez, en fait, tout normalement comme l'église que vous pouvez rencontrer n'importe où. Voilà, j'ai un peu arrangé la caméra, j'ai l'impression qu'elle était penchée, mais bon, on s'en fout, c'est dans leur religion, mais ça relève plus des religions ancestrales en fait. Bouddhisme, ce genre de truc, dans la pratique d'aujourd'hui, c'est plus vraiment d'actualité, ils ne sont pas autorisés en fait à avoir des religions. Donc le dimanche, pour eux, c'est pas un jour sacré, on ne travaille pas leur. Pour eux, c'est le travail, le travail, le travail. C'est en fait, c'est le travail leur Dieu, c'est ça. C'est le travail leur Dieu. La deuxième question, c'est comment se comportent les Chinois face aux étrangers camerounais? Bon, là, je vais répondre. Déjà, la plupart ne savent même pas c'est où le Cameroun, c'est quoi, c'est un pays, c'est un pays, le Cameroun. Donc, je vais répondre à la question, comment ils se comportent en général face aux étrangers. Généralement, ils sont très curieux. Curieux de notre peau, curieux de nos cheveux, curieux de ce qu'on mange, curieux de savoir si on a la même réflexion. Ils se disent, bref, ils voient l'Afrique comme à la télé avec des animaux et des forêts, des savanes partout, des lions et tout ça. Ceux qui ne te connaissent pas, qui te regardent dans la rue, premier truc, c'est qu'ils sont curieux des cheveux, de la peau, ils veulent toucher, voir si c'est la même sensation parce que bon, les peaux noires, ils n'ont pas l'habitude, enfin, ils ne connaissent pas. Beaucoup n'ont jamais même vu de noir, donc ils sont très surpris, ils prennent leur téléphone, ils prennent en photo, tout ça. Avant de venir en Chine, il faut être prêt, il faut se dire que quand tu vas arriver sur la chaîne, bon, moi je prends ça du genre, ok, je suis la star, je tape ma meilleure pose, je dis allez, vas-y, prenez-moi en photo, et surtout, bon, il faut que je sois belle sur les photos parce qu'ils ont tendance à te prendre par surprise. Là, tu vois des gens dans le métro, ils sont là. Comme des paparazzis et tout, te prennent en photo. Tu vas aller sortir dans un site où tu vas avoir ta plus moche tête parce que tu ne serais pas prête pour les photos, quoi. Du coup, je prends ça un peu à la rigolade et je tape mon meilleur sourire ou alors je fais hello si c'est des enfants parce que les enfants, en fait, quand ils te regardent, ils sont très curieux, ils te regardent avec des yeux ronds comme ça. Et certains adultes aussi, mais les adultes, c'est surtout, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ce sont des vrais cheveux. Et pour ceux qui osent,
Ils demandent souvent, ce sont tes vrais cheveux? Et directement, ils touchent. Tu en as qui te demandent même pas. Ils touchent tes cheveux là à l'arrière comme ça pour voir quelle sensation en fait ça. Ils trouvent qu'on a un volume impressionnant de cheveux, donc pour eux, c'est pas naturel. Ou alors, s'ils pensent que c'est naturel, ils veulent savoir ce que ça fait d'avoir autant de cheveux sur la tête et surtout des cheveux tout frisés et tout. Donc voilà un peu comment ils considèrent les Africains. Pour eux, c'est surtout une curiosité. Ils connaissent vraiment pas grand-chose des Africains. Certains même veulent absolument avoir des amis, enfin veulent faire ami avec des Africains juste pour aller dire hey, regardez, j'ai une Africaine dans mes contacts, hey, regardez, je suis international. Ce qu'ils veulent, c'est impressionner les potes et montrer que voilà, on a un carnet d'adresses qui est élargi jusqu'à l'Afrique. C'est tout. Sinon, vous avoir vraiment comme ami, vous côtoyer et apprendre vraiment à vous connaître. Une autre question, c'était est-ce qu'il y a des restaurants africains, voire camerounais, ici en Chine? Bon, peut-être, j'ai cru comprendre que dans des villes comme Guangzhou, une ville assez commerciale qui est connue pour le business où tous les Bayamsala, on va dire ça comme ça, vont acheter les mèches, vont acheter en fait, toutes les babioles qu'on nous envoie au continent, toutes les babioles chinoises qu'on nous envoie au continent, là, c'est là-bas que tout le monde va, tous les commerçants vont faire leur commerce, leurs transactions. Et du coup, c'est une ville où, disons, les Africains ont un peu envahi, je crois qu'on appelle ça Little Africa, un truc comme ça, parce que tellement il y a des Africains là-bas. Du coup, dans cette ville-là, il y a beaucoup de restaurants qui font des spécialités togolaises, qui font des spécialités nigériennes. Camerounais, j'ai pas encore entendu, mais j'ai entendu qu'il y avait des restaurants togolais, nigériens et africains en général, où ce sont même des Chinois qui sont à la cuisine, des Chinois qui ont été en Afrique pour une période, ou bien certains qui ont appris, parce que les Chinois, il faut savoir qu'ils s'intègrent partout. Dès qu'ils sentent qu'il y a du pif à se faire, même s'il faut qu'ils apprennent à tâcher le coquille, il attache, il n'y a pas de souci. Du coup, tu trouves des Chinois dans toutes les sphères qui ne se plaignent pas et qui font leur travail correctement. Bref, je m'égare. Il y a des restaurants africains en Chine, mais pas à Shanghai. Que pensent les Chinois du métissage, de l'hybridation? Bon, je ne sais pas pourquoi hybridation, ça me fait un peu penser à mes souris de laboratoire quand je vois hybridation. Que pensent les Chinois du métissage? On va dire ça comme ça. Pour répondre à cette question, moi je veux pas trop m'étendre, mais je crois que c'est un peu, ils ont un peu cette idée de pour eux, je crois que c'est l'européen, c'est le top. Donc, on va dire la race blanche, je sais qu'on parle plus de race, mais c'est comme ça qu'on comprend mieux. Dans les Européens, en fait, les blancs et tout ça, pour eux, c'est vraiment le top. Donc, en termes de métissage, c'est le top. Il y a toutes les Chinoises ici qui font tous ces jeux de séduction à chaque fois qu'il y a un Européen dans la salle. Parce que, bon, c'est le top du top, en fait, d'être en couple avec un Européen. Pour eux, tu as atteint le sommet, en fait. Ils aiment bien les cheveux bouclés des Européens, les cheveux lisses des Européens. Ils aiment avoir la peau blanche. Pour eux, c'est des critères de beauté suprêmes. Donc, c'est avec les yeux plus clairs, vu qu'ils ont tous des yeux noirs, la couleur des yeux c'est noir et puis les cheveux c'est noir. Du coup, dès qu'il y a une couleur un peu différente, ils sont attirés par ça. Donc, pour eux, le métissage avec Européen, ça passe crème. Pour eux, chinois, blanc, ça va. Noir, chinois, c'est un peu... On se dit que tu es vraiment tombé bas. Avec une noire, on va se dire que non, tu es vraiment tombé très bas dans la société. On va dire que tu as chuté, mon frère, tu as chuté. Il y a des couples, je connais un couple camerounais chinois qui sont mariés, qui ont des enfants. Mais ils ne se font pas trop voir, quoi. En fait, il y a des Chinois métis. Je crois que c'est plus aux États-Unis avec le phénomène Blasian. C'est plus accepté de voir des métis chinois noirs. Ça passe. Aux États-Unis, on sait que c'est de là que partent tous les phénomènes et tout. Donc là-bas, ça passe, mais ici en Chine même, ça passe pas. Vous allez être encore plus dévisagé qu'un noir. Donc si on peut encore faire plus curieuse, si on peut être encore plus, en fait, si on peut faire vraiment plus attraction que métis, noir, chinois, je sais pas c'est quoi. Franchement, je sais pas c'est quoi. Donc,
Il y a le philosophe qui me demande, en fait, celui qui a posé ces dernières questions, qui demande si un Chinois lit mes questions, est-ce qu'il va trouver que je suis fou ou il va trouver que mes questions sont idiotes. Bon, je pense pas qu'il va trouver que tu sois fou, il va juste... bon, je me mets dans la tête d'un Chinois, hein, je vais me dire... pour lui, il va se demander, mais pourquoi tu poses ces questions? C'est logique que je sois curieux, quoi. En fait, pour moi, tu es une conception lointaine et abstraite. Le philosophe avec tes questions, t'as pas de questions. Question de sorcière, une sorcière. En tout cas, moi, je ne suis pas sorcière. Bref, question de sorcier qui demande est-ce qu'il y a des sorciers en Chine comme il y en a au Cameroun. Déjà, on va remettre les choses à plat. Il y a des sorciers au Cameroun, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, s'il y en a en Chine, je ne sais pas parce que je ne côtoie pas déjà les sorciers du Cameroun et encore moins ceux de Chine. Donc, s'il y en a, I don't know anything about it. I don't know anything. I'm innocent. Ok. Je n'ai jamais consulté de sorcier nulle part, donc je ne sais pas. Fanny qui me demande si vivre en Chine, ça implique de parler quelle langue? Pour toi qui es étranger, déjà je veux dire tu parles la langue que tu veux, hein. Il y a toujours quelqu'un pour te comprendre. Et puis, mais la majorité en fait ne s'exprime pas couramment en anglais. Ça dépend du milieu dans lequel tu évolues. Parce que si tu évolues dans un milieu professionnel, par exemple moi qui travaille dans un laboratoire, je suis entourée de Chinois qui ont été à l'étranger, qui sont sortis de leur pays, avec d'autres internationaux. Du coup, on est obligé de parler anglais sur le lieu du travail. Mais si tu parles chinois, bien sûr, tu t'intègres encore plus vite. Ça, c'est clair que si tu parles mandarin, tu t'intègres très vite partout. Et tu te fais plein d'amis, plein de connaissances variées et diverses. Donc, tu peux aller dans plus d'endroits et te sentir plus confortable dans le milieu où tu vis. Par contre, si tu ne parles pas mandarin, ça devient un peu limité parce que tu dois apprendre la langue des signes, commencer à dire, apprendre au moins les chiffres pour marchander. Et donc voilà, quoi, tu es obligé de connaître un peu l'anglais quand même pour t'en sortir. Concerne la Chine, c'est superficie, le nombre de langues qu'on y parle. Je vais mettre tous les renseignements là, juste à côté dans un carré. Comme ça, vous pourrez mettre pause sur la vidéo et lire. Si tu me demandes si un aventurier qui débarque là en Chine peut s'en sortir, déjà c'est assez compliqué parce que je trouve que l'obtention de leur visa est assez sélective quand ça concerne surtout les Africains. Maintenant, les étrangers européens, je crois les Chinois ferment un peu plus les yeux parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment beaucoup d'aventuriers, mais surtout européens. Les Africains, je ne sais pas, c'est peut-être du genre, ils sont venus pour faire un marché et puis ils sont restés hors la loi après que le visa soit terminé. Mais généralement, quand on t'attrape dans cette situation-là, bien sûr, tu es rapatrié, mais pour les Européens, c'est pas parce que nous, on n'a pas les mêmes renforts, donc on ne peut pas se comporter de la même façon. Pour eux, ça va être ok, on te renvoie après peut-être une semaine de cellule et tout. Il y a ton ambassadeur qui va débarquer. Toi, le Camerounais, là, ton ambassadeur, même tu sais même que c'est qui est même où est-ce qu'il te gère. Tu vas seulement crever en prison là-bas. Personne va venir te faire sortir. Donc, mieux tu te calmes. Mais tu te calmes et tu évolues dans le droit chemin. C'est bêta. Et Shanghai, c'est une ville assez internationale, donc ils sont habitués. C'est pas comme par exemple en France où on va te contrôler dans la rue et tout. Les gens ne te contrôlent même pas. Il faut des renseignements ou quelqu'un aille cafeter à la police que tu es dans tel. Parce que les Chinois, ils sont un peu des petits espions. Quand ils trouvent qu'il y a des va-et-vient un peu bizarres dans ton appart, ils vont aller te trahir à la police. Et du coup, c'est à ce moment que tu peux être contrôlé. Mais sinon, à part ça, tu peux faire 2 ans ici en Chine sans jamais être contrôlé. Depuis que je suis là, ça fait 1 an, on ne m'a jamais demandé mes papiers quelque part. Je marche sans passeport, mon passeport à la maison. Personne ne m'a jamais rien demandé, ni à vérifier mon permis de séjour, rien du tout. Mais je ne sais pas comment ils s'en sortent. Je ne saurais pas répondre à cette question. Hors compétence. Et maintenant, pour ce qui est de parler des bidonvilles, parce que la question de Stéphanie, c'est, je lis,
Parle-moi des bidonvilles et du mode de survie, je suppose, dans les bidonvilles. Donc, pour parler des bidonvilles, je dirais que j'en ai vu aucun à Shanghai, où je vis. Il n'y a que vraiment des grands immeubles, des gratte-ciel. Maintenant, ça dépend de la région où on se trouve. Quand je voyage, quand je vais hors de Shanghai, dans les villes où j'étais allée, par exemple, en été pour le canyoning et tout ça, quand je vais hors de ces villes, plus tu sors de la ville, plus tu vas aux extrémités de la ville, plus tu vois, les maisons sont de moins en moins impressionnantes. Tu as des étages qui sont juste 2, 3 étages, c'est plus les gratte-ciel de 80 et tout ça. Donc, c'est ce que je peux appeler bidonville, mais dire que nos bidonvilles comme chez nous là, où tu vois les maisons imbriquées, la crasse, la salle. Par contre, il y a de la pauvreté, ça se ressent, surtout parce que quand on est dans une ville comme Shanghai, en fait, tu peux voir la pauvreté au travers des hommes, les petites mains en fait de Shanghai. Parce que tu as les professionnels et tous les travailleurs qui dans tous ces immeubles-là, toutes ces familles qui vivent bien dans ces grands immeubles-là, quasiment des hôtels de luxe et tout. Et tu as beaucoup de femmes de ménage, d'hommes de main, parce qu'en fait c'est un peu courant ici, il y a des hommes de main partout qui sont là pour faire toutes les petites commissions, les petits nettoyages de partout, on les appelle des AI. Ce sont des tantines en fait qui font le ménage, qui s'occupent des enfants si vous en avez, qui font la cuisine. En fait, elles font tout ce que tu veux. Et vraiment, elles ne sont pas payées très cher. Et bon, elles ont juste le privilège de manger là à la maison et de se servir. Et puis, des fois, certaines de dormir dans la maison quand elles s'occupent des enfants. D'autres même sont obligées de rentrer tous les soirs et tout. Je trouve vraiment que il y a un fossé entre ce personnel, ce petit personnel et ceux pour qui ils travaillent. Je trouve qu'il y a vraiment un fossé en termes de richesse, mais parler de pauvreté, mais ça n'empêche pas que bien sûr de temps à autre vous croisez des mendiants dans la rue. D'ailleurs, dans une autre vidéo, on va parler de ces mendiants parce qu'il y a mendiants et mendiants. Je vais en parler dans une autre vidéo. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des mendiants dans la rue. Mais c'est du genre, ça t'arrive, tu tombes sur eux une fois dans le mois, quoi. C'est pas tous les jours, tu sors, tu trouves un mendiant à chaque coin de rue, chaque carrefour. Tu vas pas voir des enfants abandonnés ou bien des nangabuku à gauche, à droite. Ça, c'est jamais vu à Shanghai. J'en vois pas du tout. Maintenant, ça dépend peut-être du quartier. Mais ailleurs, dans les autres villes de Chine, je ne sais pas vraiment, vu que j'ai pas visité toute la Chine pour savoir, mais je sais qu'il y a des régions en Chine qui sont très très pauvres et les gens partent de ces régions pour venir faire les petites mains ici à Shanghai. Dans les grandes villes comme Shanghai, Beijing, tous ceux qui travaillent, on va dire sous terre, tous les petites mains de ces grandes villes-là, ce sont des gens qui sortent des régions vraiment pauvres de la Chine. Donc, ils sont quand même dans les grandes villes, ils évoluent au rythme des grandes villes, mais ils évoluent en marge, en parallèle, parce qu'ils ne sont pas vraiment dans tout ce luxe, toute cette vie vraiment fastueuse des grandes villes. Voilà ce que je pense de pauvreté, de bidonville. Des bidonvilles, j'en ai pas vu, j'en connais pas. Donc, voilà ce que je pense du reste. Esther qui me demande qu'est-ce qui m'a amené en Chine, quelles sont les opportunités et comment s'y installer de façon légale. Déjà, qu'est-ce qui m'a amené en Chine, c'est le travail. Les opportunités en termes de travail, il y en a beaucoup parce que les Chinois sont dans une politique de promouvoir la Chine, d'ouvrir plus la Chine aux relations internationales. Du coup, par exemple, pour des post-doc ou des thèses, il y a beaucoup de bourses qui sont offertes par le gouvernement chinois. Il suffit juste d'aller dans les ambassades chinoises et de lire, ou alors sur les sites des ambassades chinoises et de lire les différentes bourses parce que dans plusieurs petites contrées, il y a des Camerounais éparpillés partout. Vraiment, vous n'avez pas idée du nombre de Camerounais qu'il y a en Chine qui sont un peu éparpillés dans les universités. Parce que quand ils créent une université dans un village perdu quelque part, ce ne sont pas les Chinois qui vont aller là-bas parce qu'eux, ils sont tous attirés par les plus grandes universités. Du coup, pour amener du monde dans ces petites universités qu'ils construisent, ils offrent plein de bourses aux étrangers. Il y a des Nigériens, il y a des Africains majoritairement, mais il y a aussi des Européens comme des pays de Russie, Italie. En fait, il y a beaucoup d'Italiens, de Français. Les Français, c'est la première communauté étrangère ici à Shanghai, par exemple, pour vous dire.
Donc, ils attirent en fait plein d'étrangers et c'est comme ça que ça développe la région. Parce que quand les étrangers arrivent quelque part, les commerçants suivent parce que les commerçants suivent, la région se développe. Donc, ils développent petit à petit toutes les régions aux alentours des grandes villes qui sont déjà très bien développées. Donc, voilà les opportunités vraiment d'arriver de façon légale. Si vous êtes étudiant, passez par le moyen des bourses. Si vous êtes travailleur, vous passez aussi également par le moyen de trouver un contrat de travail, faire un permis de travail et avec une société chinoise. Parce que pour les sociétés, pour eux, en fait, le standard, le haut standing, c'est d'avoir des étrangers dans le personnel. Du coup, des fois, on vous recrute même juste pour venir faire l'étranger du groupe. Juste pour dire que nous, on est international. Généralement, c'est pas difficile, c'est pas compliqué de venir en Chine. Il suffit juste de trouver une entreprise qui recrute, vous postulez et puis si vous êtes pris, ça va. Et si vous êtes étudiant, cherchez une bourse. Des bourses, il y en a plein. Il faut juste regarder les sites internet sur lesquels elles sont postées et appliquer. Vous êtes sûr que vous aurez votre bourse et tout est respecté en fait. C'est pas des tromperies, c'est pas vous allez arriver, vous n'aurez pas votre argent compromis, non. Vous avez votre argent compromis, tous les mois vous êtes payé. Des fois ça peut tarder, donc ça peut arriver le premier mois, le deuxième mois de votre arrivée. Mais quand ça arrive, on vous rembourse en fait les mois où vous n'avez pas été payé. Donc pour l'étudiant qui arrive fraîchement, qui a eu sa bourse, il doit au moins savoir dans sa poche un petit, en fait, de quoi assurer au moins un mois de survie. Parce que c'est pas le jour où vous arrivez à l'aéroport qu'on vous tend votre premier salaire de la bourse. Donc ça, c'est des erreurs que beaucoup d'étudiants font. Ils arrivent, se disent que bon, comme ils ont une bourse là, on va payer l'hôtel, ils vont habiter là et on va tout payer directement. Non. Ils assurent d'abord que vous soyez là, sur place. Et à ce moment-là, on commence la procédure maintenant pour que vous recevez votre argent. On vous ouvre un compte bancaire. Tout ça, ça prend du temps. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2. Mais au moment où on commence à vous payer, on vous rembourse les 1 ou 2 mois qui sont passés. Mais en attendant, vous devez avoir de quoi assumer votre vie, en fait. De quoi vivre, tout simplement. La question de Roméo qui demande pourquoi les Chinois sont venus ramasser les pièces de monnaie au Cameroun. C'est quoi le projet des Chinois qu'on rencontre qu'on rencontre dans les contrées, enfin dans des endroits là, Douala, je crois qu'il a dit, au Cameroun, ou qui se sont spécialisés dans la nourriture camerounaise. Il a dit un truc comme ça. Bref, j'ai envie de dire que je n'en sais pas plus que je ne suis pas géopoliticienne. Je ne sais pas quel était leur projet. Je ne suis pas un de leurs éléments. Donc, je ne sais pas. L'avenir nous le dira peut-être. Okay? Et pour les Chinois qu'on retrouve, tu te demandes pourquoi on retrouve certains Chinois dans des régions reculées. Je ne sais pas. Peut-être qu'ici en Chine, ils étaient ultra pauvres. Et ils se sont dit, bon, on va aller tester l'extérieur. Et là-bas, s'ils ont déjà un poste d'enseignant, même si c'est dans un lycée de brousse, pour eux, la condition est peut-être meilleure qu'ici. Ou alors, ce sont des espions. Ou encore, ce sont des espions envoyés par le gouvernement chinois. Bref, j'en sais rien du tout. Je vais répondre au reste des questions dans une autre vidéo pour que celle-ci ne soit pas trop longue. Et merci de rester sur la chaîne, merci de vous abonner et merci de me suivre. Peace!